donc on va maintenant accueillir Vincent Estelon. Vincent Estelon qui est psychanalyste, professeur de psychopathologie. Peut-être avez-vous vu dans le programme qu'il était enseignant à l'université de Montpellier. Plus du tout, puisque depuis une période toute récente, il a rejoint l'université de Paris, où il exerce, là encore bien sûr, des fonctions de professeur de psychopathologie, avec des thèmes de prédilection comme les addictions, comme la psychopathologie des états limites. Et puis j'ai vu qu'il confiait dans son manuscrit que finalement le thème de la transgression le plongeait dans une certaine perplexité. Alors, quelle perplexité ? Bien, oui, une perplexité parce que, en s'intéressant au concept de transgression, quand on cherche un peu du côté de la psychanalyse, déjà on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. Et finalement, à part Foucault, Bataille, peu de psychanalystes, bon, c'est du côté de la philosophie surtout qu'on essaie de définir le concept de transgression. Alors pourquoi du côté de la psychanalyse c'est peut-être plus rare qu'on parle de la transgression ? Eh bien parce qu'on a l'impression que la transgression, elle s'agit plus qu'elle ne se pense. Elle est exubérante, elle est envoûtante et elle est susceptible d'exciter autant que de sidérer. Et souvent, pour l'approcher, tout se passe comme s'il fallait en passer par une parabole. Et une parabole qui nous montre que franchir le seuil qui aventure le corps érotique au-delà des portes d'une limite interdite, que cette limite soit prescrite par l'extérieur, la loi, ou par l'intérieur, la morale, l'éthique, n'est pas donné à tout le monde. Il y a ce très beau texte de Franz Kafka de 1915, Devant la loi, qui donne à entendre combien le franchissement des portes de la loi ne va pas de soi pour l'homme de la campagne. Et dans cette parabole, il y a un gardien qui avertit l'homme de la difficulté de la tâche et qui le met en garde. Il lui dit, si tu passes outre, il y aura après moi des gardiens encore plus féroces et la tâche sera de plus en plus difficile. L'homme attend toute sa vie et puis à la fin, il pose la question... mais au fond, pourquoi suis-je le seul à avoir attendu devant cette porte ? Et le gardien, qui est lassé, excédé par toutes les questions de l'homme toute sa vie, lui hurle alors « Cette entrée n'était faite que pour toi. Maintenant, je pars et je ferme la porte. » Alors on entend bien que celui qui est trop heureux devant la loi meurt à toute possibilité de connaissance. Quand on est cramponné à la crainte ou à l'indécision, eh bien, c'est difficile d'agir pour repousser les frontières de l'impossible. Alors la transgression, quand même, elle constitue une frontière concrète entre le fantasme et la réalité de l'acte. Au cours du développement humain, j'ai essayé de trouver des exemples de transgressions ordinaires dans la psychopathologie de la vie quotidienne. Et il me semble que l'une des premières transgressions que peut découvrir l'enfant, c'est l'expérience du mensonge. C'est-à-dire que le mensonge, c'est une découverte pour l'enfant, parce qu'il lui permet de se sauver de situations angoissantes ou de catastrophes redoutées, mais aussi de tenir tête à l'adulte. Alors plusieurs finalités autorisent son usage, le désir de séduire, de se rapprocher d'une personne aimée, de ne pas décevoir, ou au contraire celui de repousser loin de son intimité quelqu'un pour conserver ses secrets. Et on se rend compte que l'enfant qui n'a jamais été capable de tromper son monde est susceptible de fuir dans un autre monde, le monde fou de la psychose, où là, la vérité a du mal à être déguisée et refoulée. Seul le paranoïaque, finalement, qui dit l'exacte vérité, témoigne d'une pensée délirante qui prétend ignorer le mensonge. Alors, moins dévastateur et plus ouvert au partage est le royaume intermédiaire de la fiction littéraire ou de la poésie, si l'on en croit Cocteau, pour qui le poème est un mensonge qui dit toujours la vérité. Alors, dans une autre mesure, un désir de connaître qui ne se contente pas des modèles acquis ou prédominants s'adosse souvent à un élan transgressif. Marcella Gargiulo a bien présenté ce matin que dans le mythe des origines, la consommation du fruit du bien et du mal constitue l'objet de l'interdit
suprême, comme si ça venait immédiatement défier l'ordre de Dieu. Alors on voit comment la transgression a une double valence, c'est-à-dire que tout dépend de l'utilisation qui en est faite. Lorsqu'elle est au service de la connaissance, de la culture, de la survie, de la créativité, du dépassement, elle est potentiellement au service de la vie. Mais lorsqu'elle sert les intérêts de l'emprise, de la destructivité ou de la puissance sans limite, elle devient plus inquiétante. Alors, pour le psychanalyste que je suis, je me suis dit qu'il n'était pas abusif de la comparer aux pulsions, finalement, en tant que concept limite, entre psychique et somatique, dans sa propension à servir les intérêts de la vie, comme de la mort, de la liberté, comme de la dépendance, de la pudeur, comme de l'obscène, de l'union, comme de la rupture et de la trahison. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait une assez très bonne continuité entre le colloque 2019 et le colloque 2020 de Gypsy, puisque dans le colloque 2019, c'était confiance, défiance, trahison. C'est-à-dire que pour transgresser, je pense qu'il faut quand même avoir sacrément confiance en soi. En même temps, il faut défier l'ordre de la norme ou de la loi. Et en même temps, il faut trahir finalement la communauté de ceux qui continuent à respecter les règlements. Alors, j'ai envie de revenir quand même sur l'étymologie du mot transgression, parce que quand on s'intéresse à cette étymologie, transgressum, ça provient de transgradior, trans à travers, au-delà, par-delà, de l'autre côté, par-dessus, associé à gradior, c'est marcher, s'avancer, parcourir. Et donc on peut retenir déjà 4 directions qui émanent de l'étymologie latine. Passer de l'autre côté, traverser, donc une modalité exploratoire, surpasser une loi, un commandement, là c'est le caractère insoumis, parcourir d'un bout à l'autre, exposer complètement, là on pourrait voir un souci de complétude, et 4e caractère, le secret, c'est-à-dire que cette expérimentation, elle met en réserve la parole, et que transgresser, c'est aussi passer sous silence. Et finalement, on dépasse l'interdit, on peut l'entendre aussi comme ce qui se dit entre, et donc le corollaire de la transgression, c'est quand même aussi cette question du secret. Alors d'un point de vue de la temporalité, de la spatialité, on entend que la transgression, elle marque une nouvelle posture, celle de ne plus attendre, de défier la temporalité présente pour expérimenter autre chose, dans un présent qui se confie à l'énigme du futur, dans un territoire inconnu. Alors, pour revenir sur les liens entre le désir et les interdits, je crois que c'est important de revenir sur l'œuvre de Georges Bataille. Pour lui, la transgression, c'est une tension, une attirance, une tentation vers quoi ? Alors vers une limite au-delà de laquelle, lui, une promesse de plaisir, d'excitation nouvelle, donc un dégagement, une libération. Et pour Bataille, l'interdit et la transgression ne s'opposent pas, mais au contraire se renforcent et se soutiennent. C'est-à-dire que l'interdit va donner à ce qu'il frappe un sens qu'en elle-même, l'action interdite n'avait pas. Donc l'interdit engage la transgression, sans laquelle l'action n'aurait pas eu la lueur mauvaise, comme dit Bataille, qui séduit. Donc c'est la transgression finalement qui l'interdit et qui l'envoûte. Du côté de Michel Foucault, qui a fait un très beau texte qui s'appelle Préface à la transgression, c'est un tout petit livre, un hommage à Georges Bataille, justement. Pour Foucault, la transgression conduit à éprouver sa valeur positive dans le mouvement de sa perte. Et il utilise la très belle métaphore de l'éclair dans la nuit, qui du fond du temps donne un être dense et noir à ce qu'elle nie, l'illumine de l'intérieur et de fond en comble. Alors il me semble que la métaphore de l'éclair dans la nuit prend pour les psychanalystes une autre ampleur. C'est-à-dire que si l'inconscient ne connaît pas la négation, la transgression peut apparaître comme un éclair de l'inconscient dans le champ de la conscience. Et peut-être que le désir de transgresser commence à chatouiller lorsque le sentiment de contrainte s'exaspère. Et là, la transgression est alors libératoire et dans une certaine mesure progressiste dans sa dimension exploratoire des lois et des méthodes.
La promesse de retrouver l'objet perdu, des retrouvailles avec le sentiment de un, hante la transgression. Alors, j'avais envie aussi, en tant que professeur de psychopathologie, de revenir sur le lien entre transgression et psychopathologie. Au fond, je me suis posé la question, est-ce qu'il y aurait dans les familles psychopathologiques un style transgressif? Alors, c'est vrai que on pourrait immédiatement songer à la figure du pervers et du psychopathe, qui souvent vont violer, vont tuer, etc., vont transgresser quelque chose de l'interdit de la loi. Mais il me semble que ça serait un piège, parce que si on rabat trop hâtivement la psychopathologie aux pervers et aux psychopathes, il me semble qu'on réduit la transgression à un caractère normatif et moraliste proche de la violation ou de la profanation. Alors je me suis plutôt intéressé à la figure du borderline, qui entretient des liens complexes entre transgression et style d'existence limite. C'est-à-dire que les limites de l'interdit ou du tolérable pour se sentir exister, dans l'ivresse ou la douleur, sont très importantes chez le borderline. On a souvent évoqué d'ailleurs une sorte de pathologie de la liberté, c'est-à-dire que ce sont des sujets qui ont cette devise, qui affirment cette devise très bruyamment, en disant « je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux », et qui tentent de revendiquer quelque chose de la liberté. Mais sauf que la liberté, c'est une conquête, elle demande des efforts, une orientation, un but, un objectif, un travail quotidien. On témoigne la fragilité des démocraties. Donc le thérapeute peut éventuellement faire entendre au patient que son modèle opératoire de la liberté, cette liberté mal contenue, sans véritable but, qui vire souvent du chaos, du côté du chaos et de la destructivité, est un véritable enfermement. Changer d'avis comme on change d'humeur, ce n'est pas ça la liberté. C'est-à-dire que la liberté, ça va se construire patiemment et souvent dans un effort non dépourvu de souffrance. Les résistants au système totalitaire le savent bien. Merci. On est un peu sur un point de cette réflexion avec ces citations, je veux dire, qui nous invite à nous poser effectivement une question peut-être fondamentale que vous avez soulevée, c'est que c'est l'interdit qui va susciter la transgression. Alors c'est ce point-là qui me semble fort, mais c'est un ressenti de l'interdit, parce que l'interdit, il est valable pour tout le monde, sauf pour quelques-uns à un moment donné. Donc c'est le même interdit. Simplement, il va devenir impossible à être sous le joug de l'interdit à un moment donné. Bon, c'était l'histoire aussi bien de la grève cardiaque, enfin bon voilà, je veux dire, à un moment donné on franchit un pas. Certains franchissent le pas, un petit groupe. Puis après, ce qui est assez étonnant, donc, c'est que l'interdit va s'estomper, il va rester pour quelques îlots, ça a été très bien dit tout à l'heure et vous le redites là. Donc ça invite à examiner les interdits que l'on a. Alors là, c'est plutôt à vous. Et à se demander qui, finalement, est capable de les franchir, ces interdits, qui est capable de transgresser. Alors, la question de l'interdit, elle n'est pas forcément toujours à la source de la transgression. Parfois, la transgression, elle vient aussi d'une nécessité, c'est-à-dire de survie. On l'a vu dans les exemples qui ont été donnés depuis ce matin. C'est-à-dire que parfois, il faut transgresser cet interdit parce que c'est intenable, c'est invivable. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, comme Rosa Parks, voilà. Mais effectivement, dans une dimension un peu plus du côté du désir, on voit bien que quand il y a quelque chose qui vient à manquer, en tout cas qui est présenté comme impossible, ça chatouille. Ça chatouille beaucoup plus que quand tout est étalé sur la table et que tout est donné à prendre comme ça. Alors du côté des états limites, justement, parce qu'on aurait tort de penser que ce sont eux qui transgressent le plus, parce que déjà borderline, ça veut dire
la frontière, hein, c'est-à-dire les borderlines, c'est ceux qui dépassent toujours les limites et qui interrogent d'ailleurs toutes les limites de la psychopathologie. Mais finalement, on s'aperçoit dans ces espèces de franchissement des limites comme style d'existence qu'ils n'accèdent pas à la transgression, parce que finalement, la transgression pour la transgression, juste finalement dépasser les limites pour dépasser les limites sans véritable but, ce n'est plus de la transgression, c'est un enfermement. Absolument. Voilà. Oui, c'est ça qui est. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous Merci. avoir fait réfléchir là-dessus.